par un petit tour de table. Donc Mélanie Leduc, chef du service du travail d'intérêt général au sein de l'ATIGIP, Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. C'est un service à compétence nationale rattaché au garde des Sceaux et je vais laisser mes collègues se présenter. Alors, Des Gomis, référente territoriale du travail d'intérêt général sur la Seine-Maritime. Donc, je suis là pour le développement du travail d'intérêt général sur le département. Bonjour, je suis Sébastien Ferraud, référent territorial du travail d'intérêt général en Corse. Bonjour, je suis Caroline Prévost, référente territoriale du travail d'intérêt général sur le département du Nord, plus particulièrement sur les secteurs de Valenciennes et Maubeuge, sud du département. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite introduction sur le travail d'intérêt général et puis ensuite vous laisser la parole à mes collègues pour qu'ils vous présentent en fait des exemples concrets de développement de ce dispositif qui, comme l'intitulé de cette conférence l'indique, est pour nous un dispositif incontournable pour mener les politiques sur les territoires et notamment au sein des collectivités territoriales. Donc vous dire que le travail d'intérêt général est une peine qui a été instaurée en France en 1983 sous l'impulsion de Robert Badinter, avec ce qu'il aimait à dire, c'est que le travail d'intérêt général, dans son nom même, on a pratiquement toute sa définition. L'intérêt général va imposer à une personne qui est en rupture, finalement, a commis une infraction, un travail, et ce travail sera au bénéfice de l'intérêt général puisqu'il sera gratuit et au bénéfice des collectivités, de la société dans son ensemble. Dès son apparition en 1983, cette peine elle a été conçue comme une alternative à l'incarcération, véritablement pensée pour faire en sorte qu'on évite des détentions, on évite d'autres peines pour pouvoir favoriser celle-ci. Et en 1983, on n'était pas les premiers en France à imposer cette peine. Il y avait déjà la Grande-Bretagne qui avait déjà mis en place un tel système. Mais pour autant, eh bien, en Europe, aujourd'hui, on a à la fois les Italiens, les Allemands, les Portugais, les Suédois qui ont mis en place cette peine qui existe aujourd'hui dans de grand nombre de pays. Tout ça pour vous dire que la question en fait, qui se pose pour la mise en place de cette peine, c'est un défi initial, c'est d'impliquer la société civile dans la mise en place d'une peine, dans la mise en place en fait de l'exécution d'une peine, c'est-à-dire ne pas considérer que seule l'autorité judiciaire est la seule à pouvoir faire l'exécution de cette peine avec l'administration pénitentiaire. Au contraire, l'idée c'est d'impliquer la société civile pour l'exécution de cette peine. Alors vous dire aujourd'hui que ce défi-là, il a été relevé. Il a été relevé parce que finalement, on se rend compte que les places de travail d'intérêt général qui sont aujourd'hui au sein des structures d'accueil, collectivités territoriales, établissements publics, associations qui sont aujourd'hui impliquées dans la mise en œuvre de cette peine de travail d'intérêt général, qui reçoivent et encadrent des personnes qui doivent exécuter ces heures au sein de leur structure, eh bien, elles sont nombreuses, puisqu'aujourd'hui, on relève 38 500 places de travail d'intérêt général sur l'ensemble du territoire français. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le défi d'impliquer la société civile, il a été réalisé. Et on est sur une progression depuis 2019 de 111% de ces places de travail d'intérêt général. Donc, ce premier défi, il a été réalisé. Pour autant, le second défi, en fait, c'est celui de faire en sorte que la peine de travail d'intérêt général soit véritablement conçue et existe réellement pour être une alternative à l'incarcération. Pour relever ce défi, il y a eu beaucoup de modifications de la loi pour étendre le périmètre du travail d'intérêt général. Il y a eu la création de l'Agence du travail d'intérêt général à partir de 2018. Et il y a eu aussi une création opérationnelle, je dirais, très forte, qui est la création du réseau des référents territoriaux du travail d'intérêt général, qui sont présents avec nous, qui sont aujourd'hui 72 sur l'ensemble du territoire français et qui développent sur chacun de leurs territoires des partenariats avec les collectivités territoriales, avec les associations notamment, sur leur territoire, pour pouvoir créer ces postes de tige, mais pas seulement,
réaliser la formation des tuteurs de TIG et on en parlera en fin de conférence. Alors, l'idée évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte que la peine de travail d'intérêt général fasse de la prévention de la récidive. Pour cela, nous cherchons à diversifier les missions qui sont données aux tigistes au sein des structures, collectivités territoriales ou associations, bien entendu, pour pouvoir faire en sorte que le parcours d'exécution de peine permette de travailler avec la personne, de revenir sur les faits, bien sûr, et aussi de travailler la problématique de récidive, si par exemple il y a un problème d'addiction, s'il y a un problème de sécurité routière, pouvoir travailler cela avec lui. Alors, bien entendu, on a un travail essentiel et privilégié avec les collectivités territoriales, puisque aujourd'hui, au sein des 38 500 places que nous avons, nous avons 67% de ces places de TIG qui sont au sein des collectivités territoriales. Ce maillage, il est particulièrement important pour nous, puisque la proximité du lieu d'exécution du TIG par rapport au lieu de domicile de la personne qui doit exécuter ses heures est particulièrement important. Mais pas seulement, puisque les collectivités territoriales aussi sont véritablement... on porte véritablement un sens pour l'exécution de la peine, puisqu'ils sont très proches des administrés et l'intérêt général est évident lorsque ce travail d'intérêt général se réalise au bénéfice des collectivités territoriales. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir justement vous donner des exemples de cette diversification à la fois des missions qui sont données aux tigistes, mais également des modalités d'exécution qui peuvent se construire en lien avec les collectivités territoriales qui vont avoir des besoins particuliers, qui ont des politiques à mener. Et l'idée vraiment, c'est de dire que ces politiques-là, en tout cas vous avez et que l'ensemble des collectivités territoriales doivent porter, le TIG peut venir au soutien de ces politiques. Et l'idée, donc, je vais vous laisser la parole pour illustrer tout ça. Alors, je vais vous donner l'exemple de la ville du Havre, avec laquelle on travaille déjà depuis pratiquement la création en fait, du TIG, qui sont des partenaires historiques. On a développé plusieurs tiges dits collectives, donc ce sont des tiges avec plusieurs personnes en tige, de 3 à 6 personnes, en fonction des besoins et des besoins de la ville. Donc le dernier tige en date qui a eu lieu cet été, c'était autour de l'environnement. Donc il y avait un besoin en fait repéré auprès de la ville sur une forêt, la forêt de Montjean, où la voirie en fait ne pouvait pas être nettoyée, faute d'effectifs, ne pouvait pas être nettoyée correctement. Donc on a mis en place en fait, on a travaillé ce tige avec la mairie pour nettoyer en fait les 5 km de voirie au niveau de la forêt de Montjean par des personnes en tige. Cela s'est couplé aussi par un aspect aussi pédagogique, puisque dans cette forêt il y a des chenilles urticantes, et donc ils ont développé aussi des mangeoires à oiseaux pour permettre, alors je ne sais plus exactement quel oiseau qui mange en fait la chenille urticante, donc il y a aussi un sorte de circuit. Donc on a fait faire lors de ce tige en fait des nichoirs aux tigistes qui ont été installés en fait dans la forêt, et donc pour aussi développer un peu ce côté environnement et préservation en fait de la nature, avec une journée un peu pédagogique sur l'apprentissage en fin de compte comment ça s'appelle, des réductions de risques au niveau risque des déchets au niveau de l'environnement. Et donc, en fin de compte, ces travaux se développent au sein des collectivités, toujours en lien avec un besoin de la collectivité, un besoin particulier, comme là, le nettoyage des rives, mais ça s'est fait aussi sur une autre commune pour aider pour le ramassage des feuilles mortes. Donc on peut organiser en fait des actions collectives pour un surcroît d'activité. Et nous, en fin de compte, on couple cela soit avec de la citoyenneté,
soit avec du passage du PSC1 ou avec du culturel. Donc là, c'est un exemple autour du nettoyage de l'environnement. On a également, avec la ville de Grand-Quevilly, une action qui s'est mise en place autour de la culture, puisque la ville a une maison des arts et donc souhaitait développer en tout cas l'accès à la culture auprès de ses administrés, et donc les communes voisines. Et donc cette année-là, ça s'est fait l'année dernière, où il y avait une exposition et un travail auprès de la mairie autour du langage, de l'appropriation du langage, et on a organisé un tige collectif et culturel avec la mairie du Havre et la Maison des Arts, avec 5 personnes en tige, 2 personnels du tige, du SPIP, qui ont réalisé des affiches, en fait, un travail autour du langage. Donc se réapproprier en fait le langage, la communication verbale, non verbale, et donc on réalisait des affiches qui ont été exposées dans l'espace public et là qui sont actuellement exposées en fait dans une maison culturelle de la mairie de Rouen. Voilà. Moi, j'ai choisi de vous présenter une action qui s'est déroulée l'an dernier avec la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia. Un exemple également d'un tige collectif. Un tige donc, qui a eu lieu il y a 1 an, mais qui quelque part est d'actualité toute fraîche, puisque ce tige collectif a été finalement le point de départ d'un projet un peu plus macro qui s'inscrivait dans la politique sociale et des actions de citoyenneté de la CAB, et ce tige collectif se déroulait dans un quartier qualifié de veille active, pour ensuite intégrer des quartiers de politique de la ville. Et donc il y a 1 an, le tige collectif qui s'est déroulé a donné le coup d'envoi de différentes actions qui se concrétisent, par exemple au niveau de la CAB, de la communauté d'agglomération de Bastia, par l'installation de différentes associations dans les différents lieux qui ont été concernés par ce tige collectif. Et ces quartiers qui donc à l'époque étaient de veille active vont devenir au 1er janvier des quartiers de politique de la ville. Cette action donc, qui s'est déroulée il y a 1 an, c'était un tige tourné vers les actions de collecte, vers les actions de nettoyage des points de collecte des déchets, et aussi de réhabilitation de résidences sociales. Sur ces 2 quartiers qui sont des quartiers sur les hauteurs de Bastia. Faute là aussi de personnel et faute d'organisation spécifique sur ces besoins-là, le tige a concerné 3 à 6 personnes pour nettoyer les abords des points de collecte. Parce que par exemple, pour des questions de coups de vent, de courant d'air, des déchets pouvaient s'accumuler hors des points de collecte, et ça constituait vraiment des très très gros volumes. Et au niveau des résidences sociales, les logements étaient également équipés de garages, mais qui ont dû être fermés faute de moyens pour pouvoir entretenir et contrôler, surveiller ces garages des résidences sociales. Mais alors qu'ils étaient fermés, ils ont quand même donné lieu à des dégradations et à des accumulations de déchets et d'encombrants. Donc le tige a concerné également une action sur le nettoyage de ces zones-là. Concrètement, ça a donné lieu à la collecte de plus de 10 tonnes de déchets en une journée sur cette action-là. C'était également couplé à une action pédagogique sur la chaîne du tri, avec donc l'usage, le tri, le recyclage qui peut être fait de différentes parties des déchets. Il y avait une action pédagogique qui était insérée dans ce tige.
Et c'était donc une action marquante, puisque à titre personnel, j'avais pu participer aussi à ce TIGE, et pour aussi aider des bénévoles qui étaient là. Et j'ai constaté que, par exemple, beaucoup de concitoyens, d'usagers, beaucoup de résidents des lieux où on intervenait étaient très curieux de ce qu'il se déroulait, et aussi souhaitaient signaler que, oui, effectivement, il y avait des besoins, souhaitaient remercier les personnes qui collectaient, qui ramassaient ces déchets. Voilà l'action que je voulais vous présenter. Merci. Autre action, effectivement, mise en place récemment sur le secteur de Maubeuge. Donc, il se trouve que les services pénitentiaires d'insertion et de probation de Maubeuge collaboraient déjà depuis quelques années avec un bailleur social, Promocil, appartenant au réseau de l'Union sociale pour l'habitat, pour l'accueil de personnes en travail d'intérêt général, mais sous format individuel. Et puis, lors de leur collaboration, il s'est avéré que le bailleur social signalait être en difficulté avec de nombreuses incivilités au sein de ses résidences. En conséquence, les services se sont demandé comment pouvoir aider ce bailleur social à résoudre sa difficulté. Ils ont décidé de construire ensemble un nouveau format de tige hybride, donc à la fois collectif et pédagogique, pour un groupe de personnes, en l'occurrence là 6 personnes, qui allaient donc participer à la rénovation d'un logement, puisque l'idée c'était aussi, le travail d'intérêt général, il a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des personnes. Donc là c'était aussi l'occasion qu'ils puissent réparer le tort qu'ils ont causé, mais en même temps apprendre des nouvelles compétences. Donc là, c'était la rénovation d'un logement. Et pour ça, il a fallu mobiliser d'autres partenaires du TIGE, puisque dans notre réseau, nous avons aussi des collectivités et des associations. Là, on a fait appel à la collectivité territoriale, la communauté d'agglomération de Maubeuge, qui nous a mis à disposition différentes ressources pour la partie pédagogique, et aussi pour la partie encadrement technique et transmission des savoirs pour la rénovation de logements. Donc c'est l'association Accueil et Promotion Sambre qui accueillait également des tiges, une association qui fait des chantiers d'insertion, qui est venue intervenir pour assurer l'encadrement technique sur la partie rénovation de logements, tandis que la communauté d'agglomération nous a mis à disposition des ressources qui étaient surtout des personnes, des spécialistes de la lutte contre les discriminations, des spécialistes des outils collaboratifs, puisque ce qu'on voulait, c'était pouvoir leur faire comprendre, à l'occasion de cette thématique de lutte contre les incivilités, que la coopération a plus de valeur que l'individualisme. C'était ça l'idée. Et pour ça, il fallait utiliser justement des jeux collaboratifs pour leur transmettre des informations, parce que le public justice n'aime pas du tout rester sur une chaise et se rappeler comment c'était l'école. Donc là, il fallait vraiment qu'on puisse leur transmettre des choses, mais d'une manière ludique, pour que finalement ils ne se rendent même pas compte qu'ils apprennent. Donc cette association Le Pas de Côté nous a aidé à construire des outils spécifiques qu'on a intégrés dans le TIGE, qui ont pu permettre de leur transmettre des éléments sur les valeurs de la République, sur la lutte contre les discriminations, le sexisme, comment les sensibiliser au handicap, les sensibiliser également au développement durable. Des ambassadeurs du tri sont venus nous aider, qui appartenaient à la communauté d'agglomération. Nous avons organisé une marche exploratrice au sein des résidences d'habitation, pour que eux aussi ils se sentent concernés, et qu'ils puissent, puisque la plupart habitaient aussi des résidences sociales, puissent repérer les incivilités, celles qui les marquent eux, celles qui sont faites par leurs voisins, et puis qu'ensemble on puisse réfléchir à comment améliorer les choses. Donc le fait de les intégrer dans cette réflexion, ils ont vraiment eu l'impression d'être concernés, ils ont cherché à donner un maximum de solutions, et eux-mêmes, ils ont dit, nous aussi on va changer de comportement. Donc ces 6 personnes, à l'occasion de ce TIGE, elles ont pu vraiment intégrer des nouvelles valeurs et se sentir vraiment considérées
à l'occasion de l'exécution de leur peine pour pouvoir avancer et elles aussi changer de comportement. Donc voilà, ça a été un TIG hybride qui a pu permettre, en collaborant, donc collectivités, associations et services pénitentiaires, de faire changer un petit peu le regard tant des personnes qui ont participé à ce TIG que aussi effectivement, tout comme dans le projet de Corse, on a pu aussi constater que les résidents qui étaient sur ces résidences sociales où on intervenait, ils venaient poser des questions, ils s'intéressaient et s'apercevoir que des personnes venaient exécuter leur peine pour en même temps améliorer leur résidence, en fait ils y voyaient aussi une vraie plus-value. Donc voilà, ce projet il a pu faire avancer la coopération tant pour les personnes à qui on a fait bénéficier du travail d'intérêt général, mais en même temps à tous ceux qui ont permis qu'il existe, parce que voilà, d'habitude chacun recevait des tiges dans son petit coin et là en fait on a fonctionné tous ensemble pour arriver à en créer un nouveau. Donc c'était aussi une belle histoire sur ce tige. Merci beaucoup. Donc, à travers ces exemples, ce que vous voyez, c'est que le travail d'intérêt général, il a effectivement aujourd'hui en gros 3 formes. Le travail d'intérêt général, comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire individuel. La personne, elle est placée au sein de la structure, elle a son encadrant, le tuteur de tige, et elle réalise les missions qu'on lui donne. Mais il y a aussi les formes qui ont été plutôt exposées là, aujourd'hui. Les tiges collectifs, on a plusieurs personnes qui vont exécuter une même mission avec un encadrement spécifique, avec l'idée de réaliser une tâche en commun et de travailler des valeurs aussi en commun. Et puis ce qu'on appelle le tige pédagogique, où là la personne elle sera plus en position d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire et qui peuvent compléter, jamais être l'unique forme d'exécution, mais qui viennent compléter l'exécution sous une forme individuelle ou collective. Vous dire peut-être aussi en conclusion un peu le profil des personnes qui sont habituellement condamnées à un travail d'intérêt général. On est sur une population relativement jeune, puisque 27 ans de moyenne, dont à peu près 50% ont moins de 22 ans, avec des infractions qui sont plutôt de faible gravité, puisqu'on est en général beaucoup sur des infractions routières. Ça correspond énormément donc aux infractions qui sont réprimées par le travail d'intérêt général, mais aussi des atteintes aux biens qui peuvent être de moindre gravité et des questions de rapport à l'autorité avec des outrages, des rébellions, ou encore des infractions simples d'usage de stupéfiants, qui sont en général le type d'infractions qui sont réprimées par le travail d'intérêt général. Peut-être clôturer en vous disant que si ce dispositif qui, selon nous, vraiment est utile pour porter les politiques publiques dans les territoires, eh bien, il peut être utile de le mettre à l'ordre du jour, par exemple, des CLSPD. Le CLSPD, c'est vraiment une action, une instance, une instance qui est particulièrement utile pour venir, avec l'autorité judiciaire, avec l'ensemble des personnes du territoire, discuter sur ces évolutions. Et mes collègues, accompagnés des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, seront là, si vous décidez de mettre à l'ordre du jour, pour pouvoir vous donner un état des lieux et puis éventuellement voir avec vous les perspectives. Vous dire également qu'effectivement, pour accueillir le travail d'intérêt général au sein de vos structures, il faut désigner, en tout cas, il faut qu'il y ait des gens volontaires chez vous pour encadrer ces personnes. Mais ces personnes, elles ne seront pas laissées seules, puisqu'elles sont un rapport évidemment avec les services judiciaires, services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse, mais elles sont surtout formées et accompagnées par les référents territoriaux du travail d'intérêt général. Des formations sont faites en présentiel, soit dans vos structures, soit dans d'autres, en fonction de vos besoins. Et d'autres formations e-learning sont mises en place également. Ces formations, elles sont particulièrement importantes puisque il faut connaître un peu l'environnement judiciaire et puis surtout, il faut savoir prendre un peu notre public, ce public des personnes placées sous main de justice. Il faut avoir quelques connaissances, quelques aussi modes d'emploi, de réaction, en tout cas, notamment concernant les services pénitentiaires et la protection judiciaire de la jeunesse pour savoir évidemment comment fonctionner ensemble en bonne intelligence. Donc voilà, ces formations, elles sont données à la demande au sein des structures et elles sont particulièrement importantes. Je vous remercie beaucoup pour être
venus pour cette conférence et peut-être vous laisser la parole s'il y a des questions. Bonjour madame, messieurs, dames. Moi j'ai encadré des tiges, c'était pour des jeunes, j'étais ancien maire adjoint à l'environnement. C'était pour des tags. C'était des jeunes qu'on a pris en train de faire des tags. Ils ont été condamnés à 8 jours de tige. Mais les tiges, il ne faudrait pas oublier que c'est quand même une peine. Et c'est ça qui manque dans les tiges. On condamne les tiges, mais ce n'est pas une peine. Alors, ces jeunes, c'est vrai qu'ils ont balayé le marché, ils ont fait les 8 jours, mais ça ne leur a pas servi de leçon. Alors, la deuxième fois qu'on en a pris en train de faire des tags, parce qu'on ne peut pas leur faire décoller les tags, étant donné qu'avec l'appareil, c'est quand même compliqué. Il faut des masques, il faut tout. Donc, la deuxième fois qu'on en a pris, là, on est passé par un autre procédé. C'est la gendarmerie qui, le matin, a été les prendre chez eux, les a menottés, les a fait un interrogatoire serré. Pendant toute une journée, ils ont été menottés, attachés au radiateur de la gendarmerie. Sérieusement, c'est peut-être pas légal, mais au moins ça a été efficace. Et pendant 3 ans, on n'a plus de taxes sur la commune. Donc, c'est bien gentil de faire l'éthique, d'aller balayer le marché, etc. Mais moi, à mon avis, c'était totalement inefficace. Mais c'est votre expérience, tout à fait. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Après, sur la solution que vous avez apportée, je me garderai de toute réflexion au regard de la question de la légalité, exactement, qui m'est chère étant magistrat. En tout cas, effectivement, ce que vous posez comme question, en tout cas par votre réflexion, c'est la question évidemment de la prévention de la récidive et du travail à réaliser évidemment pour l'ensemble de nos concitoyens, pour faire en sorte que la paix sociale soit présente. Et le fait que potentiellement ce ne soit pas une solution pour tout, mais cela pour le coup évidemment, on en est chacun effectivement conscient. L'idée c'est, comme vous le voyez à travers l'ensemble de ces expériences aussi, c'est de pouvoir au mieux adapter l'individualisation de la peine, c'est-à-dire de faire en sorte que pendant ces travaux-là, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui soit particulièrement important pour cette personne en particulier, pour travailler la prévention de la récidive et ne pas forcément réaliser quelque chose de complètement standardisé qui, pour le coup, selon nous, n'a pas d'effet sur la prévention de la récidive. Plus on individualise la peine, mieux la prévention de la récidive avance, selon moi en tout cas. Oui. Oui, merci. Je voulais savoir, quelles sont vos recommandations pour les profils des encadrants au niveau des TIG et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces formations e-learning justement, s'il vous plaît? Alors, pour les formations, donc la première partie, là je laisserai la parole à mes collègues, la première partie est réalisée en présentiel par les référents territoriaux du TIGE, et après, vous avez des formations e-learning sur la plateforme TIGE 360. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler effectivement dans ma présentation. Dans le développement de la peine aussi, l'idée c'était de mettre en place une plateforme qui soit accessible aux magistrats bien sûr, aux services pénitentiaires et aux éducateurs de la PJJ bien sûr, mais aussi aux partenaires, l'ensemble de nos partenaires et aux avocats, qui permettent de visualiser l'ensemble des postes de TIGE sur le territoire et de pouvoir, pour les partenaires, accéder à ces formations en e-learning qui sont faites assez facilement par des formes de jeu. Voilà. Sur le profil, qui veut répondre ? Sur le profil des personnes que nous cherchons pour être tuteurs, ce sont surtout des personnes qui vont être prêtes à transmettre leur savoir, puisque leur rôle, c'est de transmettre leur savoir professionnel. C'est-à-dire que les services pénitentiaires sont là, eux, pour assurer le cadre. Mais les tuteurs que nous recherchons, ce sont vraiment des personnes qui sont prêtes à transmettre des informations, à expliquer comment ça fonctionne dans la collectivité, comment se passe le travail, comment faire les gestes professionnels. Voilà, c'est vraiment sur la partie professionnelle. Et après, ce qu'il faut, c'est tout simplement quand même de la patience, effectivement, de l'indulgence, évidemment, puisque le public justice, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément travaillé dans leur vie. Parfois, c'est la première expérience professionnelle, donc ils n'ont pas toujours les codes du travail. Donc, il faut aussi quand même être un petit peu à l'écoute de ça. Mais sinon, après, ça fonctionne comme un vrai travail. Ce qu'on attend, c'est que la personne s'intègre, qu'on lui explique bien tout ce qu'il y a à faire
et puis le règlement pour la sécurité, etc. Mais voilà, après, il faut retransmettre. Si vous constatez un comportement qui n'est pas adapté, vous en faites retour aussitôt, soit aux éducateurs, soit aux conseillers pénitentiaires en fonction du service dont la personne dépend. Et puis, nous prenons le relais. Vous n'êtes pas seul. Voilà, donc c'est pas des personnes qu'on recrute spécifiquement pour être des encadrants. Voilà, ok. Mais voilà, en fonction du TIG qu'on donne, voilà, ok, reçu, merci. Et peut-être vous dire aussi que les fiches de poste, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec les structures d'accueil, véritablement. Ce sont vraiment, et là peut-être vous pouvez indiquer comment on fait une fiche de poste. Alors, juste pour repréciser, en fait, le tuteur, en fait, ça va être la même personne qui va être tuteur pour un stagiaire, en fait. C'est pas un accueil spécifique pour le TJ, justement. Alors, il y a un cadre, mais le cadre, il se met en place en amont, avant le TIG. Donc, il faut. Alors, après, il y a des procédures qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Moi, je peux parler des procédures sur mon territoire. Nous, on fait une rencontre en tripartie. Donc, la personne en TIG, la structure et soit l'éducateur ou le CEPIP pour bien remettre le cadre en fait sur l'accueil du TIG. Donc ce qui est demandé en fait au service d'accueil, c'est vraiment mettre en situation de travail, redonner des codes pour les personnes. Alors on peut avoir des personnes qui sont aptes déjà au travail, qui ont des aptitudes, qui ont des expériences. On a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc il va falloir les accompagner sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur les tâches à exécuter, avoir un cadrage en fait qui va s'adapter à la personne. Nous, en fin de compte, au sein du SPIP ou bien des éducateurs, on va remettre le cadre en fait que c'est une peine, comme monsieur disait, c'est une peine, la peine de TIG, certes, mais en exécution d'un travail. Donc ils réparent leur infraction en exécutant un travail. Nous, on remet ce cadre-là où ils sont dans le cadre de la justice, ils ont des obligations à respecter. Donc le cadre de la justice, mais le cadre aussi de votre structure, donc le règlement intérieur, respecter le règlement intérieur. Et donc cet entretien, en fait, il va cadrer en amont le TIG. Le tuteur, lui, il va accompagner le TIGiste comme si c'était un stagiaire. Et après, l'accompagnement va se faire forcément de façon adaptée, parce qu'il y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc il va être à l'équivalent d'un stagiaire, et d'autres, ça va être des personnes qui vont très bien s'intégrer à l'équipe et qui vont travailler comme n'importe quel employé. Donc tout ça, ça s'adapte en fait à la personne. Alors, c'est-à-dire la sortie de tige, c'est ça. La sortie de tige, c'est effectivement, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. L'idée, effectivement, et ça c'est plutôt le travail des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou des éducateurs, c'est de se dire quelle est la problématique de cette personne. Est-ce que c'est une problématique d'insertion? Si c'est une problématique d'insertion, l'idée, ça va être de trouver la structure d'accueil qui va permettre de travailler cela avec lui, qui potentiellement peut-être pourra lui proposer un contrat à l'issue, ou bien qu'on puisse, par un module pédagogique chez Pôle emploi, remettre à niveau les CV, etc., et puis de pouvoir poursuivre ce parcours en dehors de la peine. Mais évidemment, aujourd'hui, on est encore à travailler sur ces questions parce qu'on peut encore aller plus loin. Mais l'idée, évidemment, là, ce sera les services pénitentiaires et les éducateurs, en fonction du jeune, de pouvoir travailler ça avec lui sur le plus long terme. Peut-être vous dire aussi qu'effectivement, la fiche de poste, je le disais, c'est vous qui la créez avec les référents territoriaux et qui la proposez. C'est vous qui déterminez les missions qui seront données aux tigistes en fonction de vos besoins. C'est vous aussi qui, quelque part, faites part de vos attentes. Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour réaliser ce que vous avez prévu de donner aux tigistes? À ce moment-là, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou les éducateurs, eux, ils ont connaissance de la fiche et ils ne vont pas vous orienter n'importe qui. C'est l'idée. Bonjour messieurs, dames, deux questions. La première concerne le taux de placement par rapport au stock de missions de TIG. Combien est-ce que vous en placez, ou est-ce qu'à contrario il y a trop de demandes par rapport au stock disponible? Et seconde question, quel est le temps à prévoir pour une commune pour mettre en place ce dispositif si elle n'y a pas eu encore recours?
Alors, sur l'état aujourd'hui de l'offre et de la demande, quelque part, aujourd'hui, on a une offre qui est supérieure à la demande depuis les évolutions depuis 2019. Donc, on a aujourd'hui une situation où on ne va pas être obligé de solliciter en permanence toujours les mêmes acteurs. On est en train de travailler ça d'ailleurs avec les services pénitentiaires pour faire en sorte qu'effectivement, eh bien, on utilise l'ensemble de nos postes de manière régulière et surtout en fonction des besoins, parce que si vous créez un TIG collectif, ce sera sur une période donnée et ce besoin, vous l'avez à cette période-là. Donc l'idée, c'est d'anticiper que les services pénitentiaires ils puissent être au courant à l'avance que ce chantier-là a lieu à cette date pour pouvoir vous orienter au bon moment les personnes pour l'exécution de ce TIG. Donc vous n'êtes pas forcément sollicité en permanence. Vous pouvez aussi indiquer les périodes où vous n'êtes absolument pas disponible. Tout ça, en fait, ça se fait avec les référents territoriaux du travail d'intérêt général. Sur la deuxième question qui était combien de temps ça met pour faire, en fait, mettre en place le TIG, qui veut répondre ? Allez, Sébastien. Pour une personne morale de droit public, une collectivité, l'habilitation est d'office. En fait, une commune est habilitée de plein droit. Donc le temps pour la procédure d'inscription d'un poste, c'est-à-dire vous ajoutez votre commune comme étant un lieu d'accueil de tigistes par la création d'un poste, ce temps va dépendre en réalité des réunions à mettre en place pour convenir de la fiche de poste dont on parlait tout à l'heure, réunir les informations sur les personnes désignées comme étant les responsables de poste et les tuteurs de poste. Et ensuite, la procédure d'habilitation est accélérée dans ce cadre-là. On soumet un avis au magistrat et les directeurs et directrices du SPIP et de la protection judiciaire de la jeunesse valident le poste. Donc c'est une procédure rapide. 10 jours lorsque tous les documents, toutes les informations sont réunies et lorsque le dossier est constitué informatiquement, en 10 jours, le poste est créé. Ouais. On me fait signe en fait que nous devons laisser la place. Donc merci beaucoup de vos questions. On reste disponible. On est au stand D113 si vous voulez, dans le hall 4. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci.